Madame, monsieur, bonsoir. À la une de votre journal du lundi 17 janvier, la réflexion qui avance pour implanter un nouveau terrain d'accueil destiné aux gens du voyage. Une aire de passage prévue par la loi qui devrait être implantée dans la commune de Tennelière. Une réunion a lieu demain en préfecture sur le sujet. Elle s'annonce plutôt tendue. Ni incendie à éteindre, ni calendrier à vendre. Pourtant, samedi matin, une quinzaine de pompiers au bois en uniforme étaient présents devant l'hôtel de ville de Troyes. Ils réclament plus de moyens. Ils ont fait signer une pétition sur le marché des Halles. On fera le point sur ce dossier dans quelques instants. Et enfin, une plongée dans les coulisses de l'opéra Nabucco de Verdi, interprété hier après-midi au théâtre de Champagne à Troyes. Derrière les voix et les costumes, des heures de travail, le renouveau lyrique en est à l'origine. Découverte tout à l'heure. C'est une obligation légale et le préfet de l'Aube entend bien la concrétiser avant le mois d'août prochain. La réalisation d'une aire de passage pour les gens du voyage à proximité de Troyes pour répondre aux demandes lors de grands rassemblements. Le lieu est, semble-t-il, trouvé aux yeux du préfet. Ce serait sur la commune de Tennelière, à 15 minutes au sud-est de Troyes. Une réunion a lieu demain pour faire avancer le projet. Mais sur place, vous allez le voir, le maire n'est pas franchement pour. Les précisions de Marie Le Guillou. C'est ici, tout près de la sortie d'autoroute de Tennelière, que le préfet a décidé d'installer la nouvelle aire de grand passage pour les gens du voyage. La décision a été prise sans consultation du maire, qui voit déjà beaucoup de défauts au projet. Voilà le terrain qui est prévu, qui se trouve vraiment en bord d'autoroute, qui est coupé par la bretelle de sortie. Donc il reste que cet îlot-là, qui fait, je vous dis, environ 3 petits hectares. Monsieur le préfet nous annonce 80 caravanes. Je sais très bien que les aires de grand passage, c'est toujours 150 caravanes. S'il y a une partie des personnes qui se trouvent là, bien évidemment, et qu'ils ont d'autres personnes qui ne peuvent pas rentrer, je pense, qui viendront immanquablement s'installer sur toute la bande en RB qui se trouve de ce côté-là. Et vous voyez un peu ce que ça peut donner après. C'est pas raisonnable. Un aménagement pourtant nécessaire puisque le département de l'Aube est pour l'instant hors la loi. Alors je crois qu'on a intérêt effectivement à rentrer dans la légalité et à rentrer dans la légalité le plus vite possible. Donc l'objectif que je me donne, c'est effectivement d'avoir créé une aire de passage dans le département de l'Aube qui devrait en être dotée depuis 5 ans, avant l'été 2011. Pour autant, il faut avancer dans la concertation et le projet que j'ai, c'est de créer effectivement une aire de passage à Tennelière. J'ai eu l'occasion déjà de m'en expliquer devant les élus et je continuerai mon travail de conviction. Il faut créer une aire de passage dans ce département, c'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt des Aubois, c'est l'intérêt des élus, c'est l'intérêt aussi des gens du voyage. Mais les riverains sont inquiets, outre la méfiance récurrente envers les gens du voyage, l'amalgame est vite fait entre ces aires de grand passage occupées 2 à 3 fois par an et les aires d'accueil à l'année. Et puis vous avez aussi le fait que une structure comme ça, au niveau foncier, pour les gens de la commune, vous ne voyez pas ça d'un bon oeil parce qu'ils se disent on risque d'avoir une perte sur la valeur de notre foncier. Il est vrai que si vous êtes pour acheter un terrain et faire construire un pavillon ou racheter un pavillon, je ne suis pas persuadé que les gens soient très attirés par l'achat de ce type d'habitation, sachant qu'il va y avoir une structure comme ça à 400 mètres de la commune. 220 habitants ont signé la pétition contre le projet et 57 communes du parc de la Forêt d'Orient, dont fait partie Tennelière, vont signer une motion dans le même sens. Le maire, lui, compte sur l'organisation de réunions publiques et sur son rendez-vous de demain avec le préfet pour faire déplacer cette aire de grand passage. Et on suivra ça avec intérêt. Ils sont rouges de colère. Samedi, une quinzaine de pompiers en uniforme et des représentants du syndicat UNSA ont manifesté devant l'hôtel de ville de Troyes et ses alentours pour réclamer plus d'effectifs face à l'augmentation des interventions, car le manque de moyens, selon eux, peut s'avérer dangereux et entraîner des retards lors des interventions. Ils ont ainsi distribué des tracts et demandé de signer une pétition sur le sujet. Reportage, Christian Vira. Les pompiers au bois lancent une alerte. Leur effectif a été revu à la baisse, faute de financement de postes. Nous sommes déficitaires en ce moment de 7 postes, donc notre hiérarchie a su commencer à faire des efforts. Seulement on n'est pas suivi par le Conseil général. Donc on attend le soutien de la population aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est rassemblés aujourd'hui place de l'hôtel de ville pour récolter le soutien de la population et ensuite transmettre ça à M. Adnaud, président du Conseil général, qui lui, on espère, fera le nécessaire. 16 postes, c'est presque négligeable, mais sur les 2000 sapeurs-pompiers volontaires, il y en a qui ont du mal à se rendre disponibles pour venir nous soutenir. Nous soutenir pour monter des gardes opérationnels.
Cette année, les interventions augmentent beaucoup et c'est énorme. De par leur devoir de réserve, les visages des pompiers ne peuvent être filmés. Durant la matinée, ils sont une vingtaine à se mêler à la foule troyenne pour distribuer des tracts et recueillir sans difficulté des signatures pour une pétition. Bonjour monsieur, c'est les pompiers de Troyes. On manifeste ce matin un petit coup. Juste pour des créations d'emplois là, des créations de postes. Sur les tracts, les pompiers indiquent l'augmentation de 15% du nombre d'interventions en 3 ans. Ils soulignent le risque d'allongement du délai de départ en intervention, faute d'effectifs. Ils désignent un fautif, le Conseil général. On ne peut pas savoir s'il était mal conseillé, mais je pense que la réalité est tout autre et qu'il faudra voir la réalité sur le terrain avant d'en arriver à un clash, à un accident ou à un départ de feu retardé, quand il y aura des vies humaines qui seront mises en cause. Écoutez, le Conseil général dit qu'il faut faire aussi bien avec moins de moyens, qu'il s'applique à lui-même, qu'il ne fasse pas son extension qui va coûter des millions et qu'il mette les moyens où ils sont nécessaires. Sur le corps des sapeurs-pompiers, sur les voiries qui ne sont pas entretenues et tutti quanti, je crois qu'effectivement le problème, il faut le prendre par le bon sens. De nouvelles demandes d'audience auprès du Conseil général sont d'ores et déjà prévues. D'autres manifestations pourraient se dérouler dans le département si les pompiers estiment ne pas être entendus. Et justement, de son côté, le Conseil général se dit surpris de cette méthode employée par les pompiers. Le président Adno ne cache pas sa déception face à leur attitude qu'il estime est déloyale, car une rencontre a déjà eu lieu sur le sujet avec la promesse de plusieurs embauches, d'où son incompréhension. Philippe Adno compte bien le faire savoir aux intéressés. Il est au micro de Cyril Tavernet. Je suis extrêmement surpris puisqu'il m'avait demandé un rendez-vous que je leur ai accordé. Avec le président Rigaud, le président du SDIS, nous sommes allés à la rencontre de l'ensemble des professionnels il y a déjà quelque temps de cela. Et il avait été convenu que nous aurions un nouveau rendez-vous au printemps, puisque leur inquiétude portait sur le remplacement ou non de 6 volontaires du service civil, qui est un service qui n'existe plus. Or, il se trouve que j'ai reçu la semaine dernière une réponse officielle qui nous indique que ce n'est pas 6, comme on en avait avant, que nous allons avoir, mais 10. Et donc, il y aura plus de monde qu'avant. Et je souligne d'autre part que par rapport à la lettre qu'ils ont envoyée, eh bien, ils ont écrit des choses qui sont inexactes, et notamment sur des départs qui ne seraient pas assurés. Donc je suis très surpris que des responsables syndicaux passent un accord avec moi pour dire on se reverra au printemps, et puis en réalité, et sans prévenir personne, se mettent à essayer de faire monter la pression en inquiétant la population. Dans la famille Kahn, originaire de l'Aube, la mondialisation est un sujet qui inspire. Ainsi, Jean-François Kahn, journaliste fondateur de l'hebdomadaire Marianne, et Axel Kahn, docteur en médecine et généticien, ont été invités par la FDSEA vendredi soir pour animer une conférence sur le thème « La mondialisation ». Leur exposé à la Maison de l'Agriculture a rassemblé 350 professionnels du monde agricole. Pendant 2 heures, Christian Vira a interrogé les 2 frères justement sur l'importance qu'ils accordent à ce sujet. Écoutez-les. Financiarisation d'économie. C'est un sujet fondamental. Ça intéresse un philosophe. Parce que financiarisation, ça veut dire au détriment de l'humain, au détriment du productif, ça intéresse un philosophe. Financiarisation de l'économie, ça veut dire qu'aujourd'hui, on cherche à placer plutôt qu'à produire. C'est la désindustrialisation, c'est la délocalisation, donc ça intéresse un ouvrier. C'est les bulles spéculatives, donc c'est les céréales dont les prix augmentent considérablement, mais pas qui augmentent parce que le prix de revient, le bénéfice du paysan augmente, mais parce que les spéculateurs prennent au passage. Et donc ça intéresse l'agriculteur. Autrement dit, aujourd'hui, il y a une interconnexion des problèmes qui fait que ça intéresse absolument toutes les catégories. Si on ne comprend pas, on n'agira pas. Mais en même temps, agir sans comprendre, ça peut conduire à agir de façon incohérente ou inefficace. Si les conducteurs de tracteurs acceptent également de contribuer à conduire le monde, et pas le conduire là où il va par sa logique propre, mais le conduire là où ils veulent qu'il aille, on le peut. Mon mot d'ordre, vous savez, c'est il faut oser vouloir et alors peut-être on pourra. Oser vouloir et après on pourra, c'est plutôt pas mal. Hier après-midi, vous avez peut-être assisté à un opéra à Troyes au théâtre de Champagne, le fameux Nabucco de Verdi. La salle était comble pour écouter cette œuvre classique du répertoire de l'opéra, interprétée et mise en scène par le renouveau lyrique. Elle nécessitait un travail colossal. Christian Vira s'est glissé pour nous côté coulisses.
Avant que les chanteurs lyriques apparaissent sur scène, il aura fallu 1 an de travail. Adaptation de l'œuvre, casting, décor, l'opéra a un coût. Il nécessite d'importants moyens humains. Entre 95 et 100 personnes qui travaillent sur cet ouvrage. Et si vous ajoutez à ça le public d'accueil, de la clientèle, vous avez environ 110 personnes pour la réalisation d'une représentation de ce type. Si on parle argent, un ouvrage comme ça, il a un seuil de rentabilité pour nous au bout d'une dizaine de saisons. Le Renouveau Lyrique réalise un nouveau projet 1 fois par an. Il se finance par les prestations du catalogue d'ouvrages existants, des spectacles conçus pour s'adapter même aux espaces les plus exigus. Là, il y a 25 musiciens et effectivement, l'œuvre est arrangée pour cet effectif. Une petite boîte qui fait ça en Angleterre, qui arrange les opéras pour des petites formations, plus petites formations. 1 semaine avant la représentation, plus de 60 costumes sont adaptés à la mise en scène. Les opéras là, il y a bien 2 jours de repassage. On voit avec le metteur en scène le style, puis par rapport au décor aussi, c'est vachement important. Et après, on voit s'il y a, si on a déjà en stock et s'il y a besoin de rajouter des pièces, on le fait. Sur scène, les choristes ne se connaissent pas forcément. Si ces professionnels maîtrisent l'œuvre, ils n'ont que 10 jours de répétition. Soliste, comme son nom le définit, il est seul. Il va effectivement d'une troupe à l'autre. Si on ne s'entend pas, et ça arrive plus fréquemment qu'on le pense, parce que c'est humain, c'est simplement humain, on doit avoir l'intelligence de servir, de s'effacer pour servir la partition. Et uniquement ça. Donc, si on n'est pas capable de ça, je pense qu'on n'est pas capable d'être soliste. Pour être capable de chanter durablement, l'entraînement est constant. Comme un boxeur, il est toujours prêt, lui, à donner les coups, nous, on est toujours prêt à donner les notes. Échauffer le souffle, échauffer la voix. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est en train de s'échauffer. Oui, il faut être prêt comme un sportif. L'opéra Nabucco dure près de 3 heures, un résultat final qui n'accepte pas une seule fausse note. Et c'est la fin de ce journal. À suivre le retour de la pluie. Pour demain après-midi, ça ne pouvait pas durer. Sandra Durupt vous donnera le détail dans la séquence météo. Passez une excellente soirée. À demain.